Histoire. Évidemment, il y a la grande histoire de la Seconde Guerre mondiale et dans cette grande histoire, il y a une multiplicité de petites histoires plus modestes mais également inspirantes, miraculeuses, déchirantes, qui ont touché des personnes indésirables, des juifs, des étrangers et toutes ces personnes que le gouvernement et les Allemands traquaient pendant cette période. Donc au croisement de la grande histoire et puis de ces petites histoires, moi j'ai évidemment pioché l'histoire de ma grand-mère Marguerite. Ma grand-mère a été une juive hongroise, arrivée à Paris dans les années 30 et qui entre 1940 et 1945 a été accueillie, logée, appréciée et puis après cachée par tout un tas de gens dans la région de la Drôme. Et donc c'est cette histoire-là qui me paraissait importante pour moi, mais aussi peut-être inspirante pour d'autres, que j'ai eu envie de raconter dans le sens où c'est vraiment un cas d'école des pouvoirs de la solidarité. Donc ma grand-mère, elle avait très peu de chance de s'en tirer, étant pauvre, femme, étrangère, juif, communiste, etc. Et puis elle a trouvé des gens qui ont ouvert leurs portes, qui lui ont tendu la main, qui l'ont nourrie, qui l'ont accompagnée, qui l'ont protégée, qui l'ont même accouchée. Et en 1945, elle s'est rendue compte qu'elle était ainsi la seule rescapée de sa famille. Donc je me disais qu'à une époque assez nauséabonde, assez obscure, où la haine de l'autre prend de plus en plus de place, je me disais qu'il y avait là quelque chose comme un trésor à chérir dans cette histoire-là. Portrait. L'idée, c'est que dans le parcours de Marguerite, donc ma grand-mère qui a été protégée, sauvée, aimée par les habitants de ce village pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu donc énormément de personnes sur son chemin qui ont fait un petit geste, qui ont pris une position, qui ont tendu leurs mains, qui ont ouvert leurs portes. Et en fait, d'acte en acte, de petit geste en petit geste, ça a mené à sa vie sauve. Donc ce que je voulais faire, moi, c'est vraiment travailler sur cette mécanique du sauvetage, parce qu'un sauvetage, c'est toujours ça en fait, c'est un enclenchement, une accumulation de gestes, d'actes, etc. qui mènent au fait que la personne survit. Donc je voulais que en fait, la forme du livre reflète le fond, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur une succession de chapitres, il y en a je crois 38 au total, et ça représente en fait les 38 actes posés par des personnes qui ont agi positivement dans la vie de ma grand-mère et qui lui ont permis de survivre. J'avais envie aussi que chaque chapitre donc, incarne un personnage et soit comme une petite nouvelle qui plonge un peu dans la psyché de cette personne, dans ses motivations, dans cette patte affective qui fait qu'il décide d'agir comme ça pour le bien d'une inconnue qu'il va aider. Donc ça me plaisait énormément de partir de ce principe de chaîne et de montrer l'encastrement de cette succession en fait de gestes modestes et néanmoins qui changent tout. Bonté, l'écrivain Christian Bobin dit qu'on a chacun son trésor et sa blessure au même endroit. Il se trouve que pour ma grand-mère Marguerite, dont je raconte l'histoire dans ce livre, c'est exactement ça. Entre 40 et 45, et notamment pendant l'année 42, elle a connu le pire et le meilleur, puisqu'elle a été à la fois raflée dans la grande rafle du 26 août 42, et puis sauvée de la déportation par tout un tas de gens qui lui ont tendu la main et qui lui ont permis de s'en tirer. La bonté, c'était quelque chose de très important à incarner. Après, ça ne veut pas dire que tous les personnages du livre sont des héros, loin de là. Ils ont aussi leurs failles, ils sont aussi gris comme nous tous, et c'était important de montrer que c'était des êtres humains complexes. On parle beaucoup de la banalité du mal. J'avais envie de mettre l'accent dans ce livre sur la banalité du bien. Il se trouve que la théorie, en fait, comme quoi l'être humain serait mué par son intérêt personnel, par des motivations égoïstes qui expliqueraient ses actes et ses prises de position, en fait, il semblerait que ce soit une théorie qui soit fabriquée par des économistes, mais qu'elle peine, en fait, à expliquer les prises de position et les actes des êtres humains. Les neuropsychiatres sont en train de prouver que ce qui explique, en fait, les comportements des êtres humains, c'est beaucoup plus l'empathie et l'altruisme. Et donc, cette banalité du bien, finalement, le fait que faire le bien et être poussé à aider quelqu'un qui se trouve dans les plus grandes difficultés, c'est exactement
ce sur quoi j'avais envie de mettre l'accent. Et d'ailleurs, on le voit hein, quand on lit des mémoires, par exemple, de résistants, de la résistance civile ou de la résistance armée, hein, il y a quand même une joie hein, en lisant Stéphanie Hessel, par exemple, en lisant, par exemple, les mémoires de Lucienne de Lépine, qui était une femme qui a placé comme ça des enfants juifs et des juifs dans des fermes à la campagne. On voit qu'il y avait une joie à le faire. Et je pense que c'est la joie qui naît du fait d'aligner sa nature profonde avec ses actes. C'est ce que j'aimerais que les gens ressentent en lisant à propos d'un village oublié. Désobéissance. On peut se demander, enfin en tout cas moi je me suis posé la question, à savoir pourquoi ma grand-mère avait réussi à s'en sortir, sachant que dans cette partie-là, elle partait vraiment perdante, donc sachant qu'elle était étrangère, avec peu de réseaux, elle était jeune, elle était seule, puis avec des enfants en bas âge, juifs, etc. Donc voilà, elle ne partait pas gagnante dans cette période-là. Donc il y a plusieurs explications, hein. Il y a le fait qu'elle a réussi à passer en zone libre, le fait aussi que la région dans laquelle elle a atterri, si j'ose dire, elle a été sous commandement, après quand les Allemands l'ont envahi, sous commandement italien, et les Italiens étaient moins obsédés par la traque des Juifs que les Allemands. Le fait aussi que la Drôme était une région isolée, dans laquelle il y avait des collines où se cacher, par exemple. C'est une région aussi dans laquelle ma grand-mère a passé plusieurs années, qui était plus de gauche, plus protestante et plus républicaine que la moyenne française, sachant que les protestants étaient eux aussi victimes, ont été dans leur histoire eux aussi victimes de persécutions. Ils ont été plus à même d'éprouver de la bienveillance et d'aider concrètement de nombreuses familles juives. Mais ce qui a fait toute la différence et ce qui à mon avis explique que ma grand-mère Marguerite ait survécu, c'est le fait qu'elle a rencontré des gens qui ont été capables de désobéir. C'est-à-dire il y a eu sur son parcours des fonctionnaires qui ont accepté de ne pas répondre, de ne pas respecter le règlement. Il y a eu des citoyens qui ont décidé de ne pas obéir aux lois qui stigmatisaient et qui obligeaient à dénoncer les juifs du village. Il y a eu des gens qui n'ont pas collé, qui n'ont pas été dans le sens de l'air du temps et qui ont décidé de rester fidèles à leurs valeurs ou de répondre à leur empathie naturelle, qui ont réussi à rester droits ou qui ont décidé de rester droits dans un monde qui devenait tordu. Mémoire, il y a 80 000 juifs de France qui ont été assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il y a aussi 75% des juifs de France qui ont survécu. Donc il y a toute une histoire de la non-déportation des juifs de France à écrire. Le risque principal de ces histoires de sauvetage, comme il y en a eu beaucoup, c'est l'oubli. Parce que, pour prendre l'exemple de Marguerite, sa vie sauve en fait repose sur des petits gestes, des gestes posés par des gens qui l'ont fait de manière très souvent désintéressée, dont ils ne voulaient pas se vanter, hein, leur modestie naturelle les honore. Ce sont des gestes, des petits actes qui sont anciens, hein, maintenant plus de 80 ans, qui relèvent de la résistance civile. Il n'y a pas eu de fait d'armes. Et puis c'était aussi une solidarité dont a bénéficié ma grand-mère qui s'est tressée au-dessus des berceaux, c'est-à-dire une solidarité de femmes. Hein. Autour de ma grand-mère l'ont aidé des amis, des voisines, la sage-femme, la femme du laitier, la factrice, etc. Pour toutes ces raisons, l'oubli guette vraiment ces histoires. Elles sont à fort risque de disparition. Hein. Je prends l'exemple de la comparaison entre ce qu'a vécu mon grand-père et ce qu'a vécu ma grand-mère, qui était réfugiée donc, pendant les mêmes années dans la même région, hein, puisqu'ils étaient ensemble. Mon grand-père a été prisonnier, il s'est évadé, il a pris le maquis, donc il faisait partie des FFI, donc un demi-bataillon d'hommes qui ont pris les armes. Tous les hauts faits, toutes les missions de résistants de mon grand-père ont été documentées, collectées, archivées. Il y a eu des commémorations après la guerre, il y a eu des remises de médailles, il y a eu une plaque qui a été déposée sur la maison de son capitaine. Bref, tout ça, ça a fait mémoire, ça a fait histoire en fait. Ma grand-mère était exactement dans les mêmes villages, avec les mêmes gens finalement, mais elle, son histoire, le sauvetage dont elle a été l'objet n'a laissé aucune trace. Dans la Drôme, il y a eu apparemment 600 résistantes, donc certaines ont
certainement croisé ma grand-mère, peut-être l'ont aidée. Hein. Il y en a 250 après la guerre qui ont demandé la carte de volontaire de la résistance, et il n'y en a quasiment aucune qui l'a obtenue. Mis à part l'injustice que c'est faire à ces femmes, la conséquence c'est aussi que ces histoires de sauvetage, ces histoires de résistance civile féminine ne se conservent pas et ne laissent aucune trace. Et c'est pour ça que je suis heureuse pour ma part de faire le sauvetage du sauvetage.